Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire du jour. Je m'appelle Béatrice et je serai votre coordinatrice aujourd'hui. Alors, on est ravis de vous voir aussi nombreux aujourd'hui sur le webinaire Optimiser l'efficacité de son entreprise grâce au no-code et à l'IA, animé par Théo Maréchal. Hello Théo. Salut Béatrice, merci de me donner un peu la place pour parler un peu de nos codes de productivité et d'IA. On va essayer de voir pas mal de choses ensemble. On va commencer par un peu les bases, les fondamentaux de la productivité. Et ensuite, on va voir comment est-ce que le no-code et l'IA, deux choses qui m'intéressent beaucoup, peuvent vous aider justement à augmenter la productivité dans votre entreprise. Donc la première chose, c'est déjà faire un constat, un petit rappel sur le problème qu'on a tous dans notre société en 2023, c'est qu'on est assailli par toutes sortes de distractions. D'ailleurs, une étude du docteur Gloria Mark a dit qu'on avait en moyenne 3 minutes de temps de focus quand on est focalisé sur une tâche, donc avant une distraction. Et on estime qu'un employé perd 3 heures et 13 minutes par jour au travail. Et chaque distraction, dès qu'on est distrait, dès qu'on part sur quelque chose d'autre, donc dès qu'on change de tâche ou dès qu'on check notre téléphone, on met 9 à 23 minutes à revenir sur la tâche qu'on était en train de faire. C'est beaucoup trop et la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que justement, on a autant de mal à garder notre focus pendant longtemps. Donc, j'ai mis pour illustrer d'autres chiffres, donc le temps d'attention moyen. Là, le temps que je vous avais mis, c'était quand on est focalisé sur une tâche, mais en général, il est plus faible, il est de 8 secondes, ce qui est inférieur à un poisson rouge. Le nombre d'informations qu'on voit est passé de 40 news, donc 40 journaux en 2000, alors c'est en 1970 à 34 gigas de données aujourd'hui. Donc c'est énorme, ça fait l'intégralité du Hobbit de Tolkien ou 100 000 mots à processiser tous les jours. Et on a la qualité d'information évidemment qui a baissé. On a le temps qui a passé sur les emails qui a augmenté. Aujourd'hui, on est à 2,6 heures par jour par employé. Et selon Adobe, ça va même plus loin puisqu'on atteint 3,1 heures par jour sur le travail et 2 heures sur le perso. Donc quasiment 5 heures par jour sur les emails. Et c'est un problème parce qu'en général, on se dit que c'est un temps qui est productif où on va répondre à des mails, etc. En réalité, c'est plutôt du temps qui est de la productivité. Enfin, vous allez perdre en productivité quand vous allez travailler sur les emails, surtout si vous le faites pas rapidement. Et vous allez avoir, et c'est ça le problème, vous allez avoir l'impression d'avoir fait beaucoup de choses alors qu'en fait, ça aurait pu être expédié beaucoup plus vite. D'ailleurs, on estime qu'entre 40 et 60% du temps actif d'un employé est perdu dans des tâches un peu répétitives. 24 milliards d'heures sont perdues en meeting, donc ça c'est un autre problème, on en parlera plus tard. Et le temps passé sur des tâches doublons, et c'est précisément pour ça que l'automatisation peut vous aider, c'est de 4h38 par semaine par employé. Donc c'est 60% d'une journée qui est perdue sur des tâches qui auraient pu être automatisées. Donc évidemment, il y a les raisons pour ça, c'est toutes les distractions qu'on a aujourd'hui, mais peut-être que vous n'êtes pas rendu compte de toutes les distractions qu'il peut y avoir, parce qu'il y a des distractions qu'on a qu'on voit visibles, donc par exemple les réseaux sociaux, les scrolls infinis, Netflix, même le fondateur de Netflix qui dit que il est conscient qu'il lutte contre le sommeil des gens en utilisant Netflix, et donc il pense qu'il est en train de gagner VS le sommeil des gens, donc c'est important de prendre ça en considération. Parce que en général, ce qu'on oublie, c'est que même au travail, on peut avoir ces mêmes leviers. On pense à la boîte de Skinner, qui est une expérience qui avait été faite sur des rats, où il y avait un système d'action-récompense qui est utilisé par les réseaux sociaux notamment, et qui nous permet justement d'avoir une validation sociale, un flot de dopamine quand on va effectuer certaines actions. Donc par exemple, Slack reprend ce mécanisme, et pourtant on se dit, c'est Slack, c'est une application de travail, mais il y a les mêmes triggers neuroscientifiques, les mêmes triggers de dopamine qui viennent valider justement le fait que Slack peut être un réseau de distraction. Et évidemment, il y a d'autres choses comme les meetings, notamment les meetings qui sont mis un peu de force dans votre agenda. C'est important de protéger votre temps, de protéger ce qui est le plus précieux, c'est votre temps de travail dispo, soit en mettant des plages horaires dédiées dans votre agenda à votre travail, parce que sinon, c'est un peu la porte ouverte à tout le monde. D'ailleurs, moi, ce que j'ai fait pour justement venir à bout de tout ça, c'est créer ce que j'appelle le quadrant donc, de productivité. Et c'est un peu une forme, je cherchais un peu à modéliser comment est-ce que je pouvais trouver une solution à ces problèmes de productivité. Je les ai divisés en 4 catégories. Donc, il y a déjà apprendre les bases, les principes fondamentaux, comprendre quels sont les fléaux de la productivité, comprendre quelles sont les lois mathématiques de la productivité et un framework pour bien planifier ses objectifs.
Il y a une partie sur exécuter, donc comment est-ce qu'au quotidien on exécute nos tâches, nos emails, comment est-ce qu'on gère son temps pour être un peu plus productif et comment est-ce qu'on peut aller plus vite en utilisant les bons outils. Parce que certes, les outils ne font pas la productivité d'une personne, mais par contre, une personne productive, si elle utilise des mauvais outils, elle arrivera toujours à un résultat assez faible parce qu'elle sera perdue à cliquer sur des boutons toute la journée. Ensuite, il y a comprendre. Là, ça va être plus un truc, je dirais, mindfulness. Donc, ça va être plutôt sur la compréhension de soi, comprendre quels sont les leviers qui nous font nous déconcentrer, comment est-ce qu'on peut construire des habitudes, comment est-ce qu'on peut réduire son stress qui peut occasionner la procrastination et donc une perte de productivité, et aussi optimiser son cadre pour plus de performance. Donc, je ne sais pas, mais comment est-ce qu'on organise son bureau? On peut voir que, en fait, en fonction de certaines choses, on va avoir plus de productivité créative dans des endroits grands et plus de productivité analytique dans des endroits un peu restreints. Et la dernière chose, c'est ce dont on va s'intéresser aujourd'hui, c'est plus la partie sur l'optimisation. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut justement créer et maîtriser l'IA, automatiser des process qui sont assez répétitifs, comment est-ce qu'on peut travailler en équipe et créer un second cerveau, mais ça, c'est plus perso. Donc, la productivité, c'est comme tout, ça s'apprend. Il y a énormément d'études sur le sujet. C'est quelque chose qu'on peut travailler. Et le meilleur exemple pour ça, c'est les classes prépa qui apprennent une certaine forme de productivité, celle qui est d'être capable d'assimiler beaucoup une charge de travail très lourde tout en restant productif. Alors évidemment, si on n'a pas fait prépa, il va falloir apprendre autrement. Moi, j'ai pas fait prépa, donc j'ai dû apprendre par moi-même, mais il y a quelques leviers qu'on peut utiliser. Première chose, donc c'est ce que je disais, c'est la première partie, comprendre les bases de la productivité. Donc il y a des choses qui font sens, par exemple éloigner le téléphone, éloigner les interruptions le plus possible, essayer de ne pas rendre son calendrier en journée porte ouverte, faire en sorte de garder du temps pour soi, et on verra d'autres hacks comme ça. Il y a les fléaux, donc c'est ce dont je viens de parler, donc les problèmes de productivité, les identifier, essayer de les restreindre au minimum. Il y a certaines lois mathématiques sur la productivité, donc notamment la loi de Pareto 80-20, qui dit que 20% des résultats, 80% des résultats viennent de 20% des actions, et ça se vérifie dans plein de choses, notamment personnellement sur ma chaîne YouTube, où je vois que 20% de mes vidéos font 80% des vues et 80% des abonnés. Et ensuite, il y a le framework aspiration objectif projet. Je vais en parler un petit peu parce qu'en général, on a tendance, notamment dans des grosses boîtes, à se focaliser sur les mauvais objectifs. Typiquement, dire cette année, on doit devenir le leader de notre marché, ça n'est pas un objectif, c'est une ambition parce qu'il n'y a rien de mesurable et surtout, la chose la plus importante, c'est que ça ne dépend pas que de nous. Être le leader du marché, ça voudrait dire que les autres ne sont pas suffisamment bons pour être leader à votre place. Pourtant, les autres sont capables aussi de faire des choses. Par contre, les bons objectifs, c'est de se dire, cette année, on va dépenser 500K en pub avec un retour sur ad spend, donc sur la publicité de 3. Donc, on estime qu'on va faire 1,5 million de chiffre d'affaires. Ça, c'est beaucoup plus mesurable, c'est beaucoup plus tangible et c'est beaucoup plus lié à ce que vous êtes capable de produire VS la conjoncture globale du marché. Donc moi, comment est-ce que je structure ces objectifs? Donc vous avez reconnu ici les OKR, qui sont justement quelque chose qu'on utilise beaucoup dans toutes les entreprises pour fixer des objectifs. Moi, j'ai rajouté deux choses. J'ai rajouté l'aspiration, donc quelle est l'ambition globale, et j'ai fait redescendre d'un cran l'objectif. Donc là, dans cet exemple, c'est régaler nos clients par la qualité de nos formations. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On va essayer d'avoir un NPS, donc un Net Promoter Score, un avis supérieur à 9. Et on peut par exemple aussi recruter des intervenants, créer des lives hebdomadaires. Ça va être des résultats clés qui vont faire qu'on va pouvoir atteindre notre objectif. Et en dessous, à l'intérieur de ces résultats clés, on va pouvoir avoir des projets différents. Donc, par exemple, pour avoir un NPS supérieur à 9, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer de développer une série d'emails de satisfaction et on peut essayer d'interroger les non-répondants pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas répondu ou pourquoi est-ce qu'ils ont mis une mauvaise note. Là, je l'ai pris un peu plus pour moi, donc pour la structure de mon business. Comment, par exemple, mon aspiration, c'est de lancer un business de formation no-code anglophone à 6 chiffres. Comment est-ce que je vais faire? Il faut que j'augmente, par exemple, mon nombre de ventes de 100%. Comment est-ce que je peux augmenter ce nombre de ventes de 100%? Je peux essayer d'optimiser le return on ad spend, donc c'est le retour que j'ai par rapport à mes publicités, ou obtenir 300 rendez-vous prospects. Et à l'intérieur, par exemple, de l'optimiser le ROAS, je peux dire, je vais créer une nouvelle série de créatives pour mes Facebook Ads, par exemple, ou tester des nouvelles audiences. Ça, c'est des projets sur lesquels je peux travailler. Et évidemment, tous ces projets, il faut les lier au temps.
Je prends l'exemple souvent des poupées russes, dans le sens où, par exemple, ici, on a une aspiration, une vision long terme, quelque chose qui nous drive un petit peu plus qu'un objectif. Ensuite, on a les objectifs et les résultats clés de cet objectif qui sont à vision 2-3 mois et projet entre 2 et 4 semaines. Évidemment, on a tous des business différents, donc des structures différentes. Plus on va avoir une grosse boîte, plus on va opter pour des cycles plus longs. Parfois, ça va être trimestriel, etc. Moi, j'ai la chance d'avoir une structure petite vu que je suis tout seul. Donc, je peux mettre des projets un petit peu plus courts et des objectifs un petit peu plus courts. Évidemment, ici, j'ai remplacé la timeline avec la structure que j'avais vue auparavant, mais c'est important d'avoir justement, d'essayer de modéliser ces objectifs, ces aspirations et ces résultats. Maintenant, on va passer à une autre partie qui est la partie justement sur l'exécution. Donc l'exécution, c'est là où on va voir comment est-ce qu'on peut optimiser notre travail au quotidien pour gagner en clarté, pour gagner en temps, pour gagner en efficacité. La première chose, c'est capturer des idées. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais le cerveau humain peut voir passer jusqu'à 20 000 idées par jour. La plupart sont négatives d'ailleurs, ce qui est un peu un biais, mais certaines sont très pertinentes et en général, on oublie de les noter. Ce qui est très très important dans la productivité, c'est avoir un système de capture de ces idées, surtout quand on est comme moi, par exemple, créateur de contenu, mais ça s'applique à tout. On peut avoir une idée, je sais pas, pour un plan marketing, on peut avoir une idée sur une nouvelle offre à lancer, etc. On peut toujours avoir des idées sur tout et c'est très important de tout capturer. Il y a plusieurs moyens. Donc ici, par exemple, on peut être sous la douche et avoir envie de capturer quelque chose. Pour ça, on va demander à Siri, par exemple. Ensuite, on peut être, je sais pas, dans sa voiture, on peut être en train de faire autre chose. En général, d'ailleurs, c'est là où c'est quand on fait quelque chose d'autre, donc quand on n'est pas au travail, qu'on a le plus d'idées. Par exemple, marcher en nature. Et ici, ce que je fais, c'est que j'ai un petit élément, une barre, donc c'est une application qui s'appelle Akiflow et qui va en fait automatiquement venir mettre une barre ici pour me permettre de remplir une tâche de manière très rapide. Je peux l'écrire en langage naturel, par exemple, je ne sais pas, arroser les plantes aujourd'hui à 10 heures et automatiquement, ça va me mettre un rappel à l'heure. C'est très important d'avoir un système comme ça parce que ça va augmenter votre efficacité et surtout, ça va vous vider la tête instantanément dès que vous avez l'idée. Ensuite, on va passer sur une partie un peu plus méta, un peu plus psychologique, où c'est un livre que je vous recommande vraiment de lire. Alors malheureusement, je crois qu'il n'est pas traduit en français, mais il est que en anglais. Si vous parlez anglais, je vous conseille vraiment de le lire. C'est un livre aussi génial que La difficulté du nom de son auteur. L'auteur s'appelle Mihaly et on ne va pas prononcer le nom de famille pour pas l'écorcher, mais c'est un livre qui est génial. Il décrit en fait comment est-ce qu'on peut atteindre de la manière la plus simple possible le flow. Le flow, vous avez tous déjà eu ce moment-là, c'est le moment où vous êtes tellement focalisé sur une tâche que vous en perdez presque la notion du temps. D'ailleurs, lui-même décrit la sensation de flow comme étant à mi-chemin entre un focus intense et un aspect presque euphorique. Et le but, on pense souvent que ce flow-là, il apparaît un peu au petit bonheur la chance, alors qu'en fait, il y a une tonne de méthodes pour essayer de l'optimiser et arriver le plus rapidement possible à cet état de flow qui augmente notre créativité, qui augmente notre capacité à délivrer. C'est scientifique, ça a été prouvé scientifiquement. Donc, c'est important d'essayer de comprendre votre flow, comment vous fonctionnez, pour aller le plus possible dans ces phases-là, parce que c'est là où vous allez avoir le plus de résultats possibles. Par exemple, certains bloquants peuvent être neuroscientifiques. Donc, vous allez, notamment, ça c'est à la base de la procrastination, comprendre que la procrastination, c'est quelque chose qui se passe dans le cerveau où vous allez avoir les émotions qui vont prendre le pas sur votre capacité d'organisation, de planification qui est plutôt liée au cortex préfrontal. Donc, cortex préfrontal, c'est la partie qui est liée à l'organisation un peu méthodique. Et ensuite, vous avez l'amygdale qui est plus liée aux émotions. Et quand vous procrastinez, c'est en fait que vous avez peur parce qu'il y a l'amygdale qui prend le pas sur le cortex préfrontal. Donc, petit hack, comme ça, si jamais vous n'avez pas envie de travailler sur quelque chose, le meilleur hack pour ça, c'est d'écrire très rapidement sur un papier un espèce de plan, parce que ça va faire rebasculer votre cerveau de l'amygdale au cortex préfrontal qui va vous pousser justement à aller vers la délivrance de votre projet, plutôt qu'essayer de l'esquiver et de céder à vos émotions qui sont le principal moteur de la procrastination. Une fois que c'est fait, on peut parler de trucs un petit peu plus pragmatique où on va voir comment est-ce qu'on peut s'organiser par rapport au temps. Donc le temps, moi ce que je vous conseille toujours de faire, c'est d'essayer, et c'est pour ça que j'utilise un outil, je vous en parlerai plus tard, qui s'appelle Akiflow, qui permet d'allouer un temps spécifique à des tâches. Pourquoi est-ce que c'est important de faire ça?
Il y a plusieurs écoles. Moi, je suis plutôt partisan de celle-ci. Parce qu'en fait, quand vous allez allouer, si vous n'allouez pas du temps à vos tâches, vous allez avoir, admettons, une grosse zone grise qui va être votre journée. Et en fait, dans cette grosse zone grise, vous allez avoir 4-5 tâches à faire. Et le truc, c'est que si vous ne savez pas mesurer le temps que ça va prendre, ben, ça va prendre toute la journée. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi de Parkinson. C'est que si vous avez une durée qui est définie et qui est très longue, eh ben, ça va prendre toute la place de cette durée. Donc, si par exemple, votre seule tâche de la journée, c'est arroser les plantes, vous allez passer la journée pour arroser des plantes. À l'inverse, si vous êtes un peu plus cadré, si vous êtes plus méthodique et que vous donnez des espaces-temps à vos différentes tâches, comme vous le feriez d'ailleurs pour un meeting c'est une tâche comme une autre, eh bien, ça laisse beaucoup moins de place au papillonnage. C'est pour ça que je mets des petits papillons ici. Ça laisse moins de place justement à cette réflexion, à peut-être ce retour justement des émotions, de se dire ah ouais mais en fait cette tâche elle est peut-être difficile, etc. Donc non, si vous planifiez votre journée en amont, vous êtes dans une phase où ça va être votre aspect organisationnel qui va primer. Du coup, c'est important de dédier des slots de tâches pour votre journée. Et ça s'appelle le time blocking. Donc, si vous voulez regarder d'autres sources, vous pouvez taper time blocking sur YouTube, vous verrez plein de vidéos là-dessus. Mais je vous conseille toujours de vous organiser par rapport au temps, parce qu'au plus vous allez réduire justement une tâche à un créneau donné, au plus vous serez efficace pour le faire dans ce temps imparti. Ensuite, le deuxième axe, c'est de se réserver des créneaux d'urgence. C'est très facile de se dire ah ok, au final ça je le ferai en fin de journée, et au final vous avez des tâches importantes que vous avez repoussées, soit parce que vous procrastiniez parce qu'elles étaient ennuyantes ou difficiles, soit parce que vous aviez des trucs où on vous demandait quelque chose et du coup pour être sympa, pour être un bon collègue, vous avez fait passer les tâches des autres avant vos propres tâches. Moi ce que je vous conseille, c'est toujours réserver des créneaux urgence en fin de journée. Donc, je sais pas, ça peut être 16h30, 18h, un truc comme ça, où vous avez un espace qui est libre pour faire des tâches que vous n'avez pas eu le temps de finir. Et ensuite, une fois que vous avez fini la journée, si c'est des grosses tâches qui ne fitent pas dans cette heure et demie, eh ben vous les décalez à demain, plutôt que d'essayer de les empiler à la fin de la journée et pas avoir le temps de les finir. Ensuite, autre chose, c'est de créer des anti-time. Anti-time, j'utilise ce mot parce qu'en fait, c'est ce qui va vous permettre de libérer du temps pour des choses que vous avez envie de faire. C'est tellement facile aujourd'hui de se dire, je vais aller au sport en fin de journée. Et en fait, vu que c'est pas dans votre agenda, vous dites, ah bah non, en fait, je vais aller au sport demain. Je prends le sport, mais ça peut être tout un tas d'activités. Et le but de créer des anti-times, c'est d'être conscient et de mettre de l'intention dans les activités que vous allez faire. C'est important de se dire quand on va travailler, mais c'est aussi important de se dire quand on va pas travailler. Parce que il y a deux fléaux dans la productivité, c'est travailler trop peu et travailler trop. Et travailler trop, eh bien, on peut réduire ça justement en se mettant des créneaux sport. Donc non seulement ça vous aide à vous motiver vous-même d'y aller parce que c'est dans votre agenda, mais aussi ça prévient par exemple des gens de pouvoir mettre des meetings à ce moment-là. Vous dites c'est bon, je suis occupé, vous êtes maître de votre temps plutôt que laisser les autres être maîtres du vôtre. Donc maintenant, on va parler des outils et de comment est-ce qu'on peut bien s'outiller pour soi et son équipe. Alors moi, je les ai tous testés, vraiment tous les outils qui existent sur la gestion de projet, parce que bah, déjà j'aime bien ça, aussi parce que je crée du contenu autour de ça, donc c'est important d'être à jour sur tout. Et puis parce que je les ai utilisés aussi tous pour moi-même pour trouver le meilleur fit. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'éviter le tool stacking. Le tool stacking, c'est un fléau qu'on a dans les boîtes dès lors qu'on grossit trop vite. C'est d'avoir des recrutements avec des gens qui sont attachés à un certain outil et qui vont de facto essayer de ramener un petit peu leur outil, et ce qui fait qu'ensuite on a un empilement d'outils avec un peu d'informations dans Notion, un peu d'informations, je sais pas, dans des Google Docs, un peu d'informations dans Slack, un peu d'informations dans Trello, et en fait après on s'y retrouve plus. On ne sait plus où sont les choses, on ne sait plus où chercher. Et ça, il faut absolument l'éviter au maximum. C'est pour ça que moi, je suis plutôt partisan d'utiliser des outils qui font beaucoup de choses, avec beaucoup de fonctionnalités, sans pour autant arriver dans un truc, un mammouth avec trop de boutons. Il faut vraiment trouver un juste milieu entre beaucoup de fonctionnalités pour qu'on n'ait pas à empiler les outils et qu'on ait plein d'outils similaires, et qu'en même temps, on n'ait pas à faire des clics-clics toute la journée, parce que ça, c'est de la perte de temps. Ce que je vous recommande aussi, c'est d'avoir une intégration avec des API. On verra après ce que c'est une API, mais en gros, c'est ce qui permet à plusieurs applications de communiquer entre elles et de transmettre la donnée d'une application à une autre. Et je vous recommande aussi d'avoir une ouverture aux écosystèmes, par exemple un outil de productivité, de gestion de projet qui n'est pas ouvert, qui n'a pas une API ouverte. C'est compliqué parce qu'il y a plein de choses que vous n'allez pas pouvoir automatiser et que vous allez devoir faire manuellement. Donc, qu'est-ce qu'une API? Ça, c'est une chose qui est très importante.
et que je vous recommande d'essayer de comprendre. Je vais vous faire en 3 minutes un petit point là-dessus parce que c'est une des bases dont vous avez besoin pour comprendre le no-code. Les API, c'est comment est-ce qu'une application A va communiquer avec une application B. Pour ça, on utilise des URL, donc comme vous avez ici en haut, là, api.notion.so/page. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle des endpoints. Ces endpoints, ils vont être, vous allez pouvoir les atteindre et ça va déterminer quel type de données vous allez vouloir aller chercher dans l'API de Notion. Donc Notion, c'est un outil de productivité qui est composé principalement de pages, de bases de données et de blocs. Et vous pouvez interagir avec tous ces éléments-là à partir justement d'un autre outil. Donc là, par exemple, ici, ce qui va se passer, c'est que quand Flutterflow veut aller chercher les différentes pages que j'ai sur mon compte Notion, eh bien, je vais envoyer une requête. Cette requête, eh bien, si Notion, c'est normal, comme si un voisin allait toquer chez son voisin, il va dire, OK, mais je veux bien te laisser accéder à mon jardin, mais tu as besoin d'aller chercher quoi? Eh bien, on va lui dire, OK, moi, je te donne mon mot de passe pour aller chercher, et ensuite, Notion va nous permettre d'aller chercher ce qu'on veut dans son jardin. Et le mot de passe, c'est authorization ici, donc c'est ce qu'on appelle un token d'authentification qui va permettre à Notion de dire, OK, c'est bien toi Flutterflow, je te reconnais, donc je te laisse entrer chez moi. Ensuite, ce qu'on va demander, c'est le content type, c'est le type de contenu qu'on va envoyer. Et là, ce qu'on va envoyer, c'est ce qu'on appelle le JSON. Donc, il y a deux choses à apprendre pour le no-code. C'est un, les API. Comprendre les API, c'est ce qu'on fait là. Et deux, le JSON, c'est un langage de programmation qui est relativement simple. Moi, par exemple, je sais pas extrêmement bien coder, mais par contre, le JSON, je le connais parce que c'est un truc qui est essentiel pour comprendre toutes les automatisations. Si vous voulez automatiser n'importe quoi, c'est sûr que vous allez l'utiliser à un moment ou un autre, donc c'est important de le comprendre. Et donc là, ce que je vais faire en étant Flutterflow, c'est je vais lui dire, bah écoute, j'ai envie que tu m'envoies toutes mes tâches. Donc je vais lui envoyer un fichier sous ce format-là avec une requête. Et ensuite, ici, ce que vous avez entre petits crochets, c'est ce qu'on appelle un array, c'est une liste de différents éléments. Et en fait, ici, en envoyant ce petit message, je vais dire à Notion ce que j'ai envie qu'il m'envoie en retour de sa base de données. Et en fait, je peux interagir de 4 manières différentes. Je peux interagir soit en créant des nouvelles lignes, par exemple dans sa base de données. Donc là, je vais dans la base de données de Notion et je vais créer une nouvelle ligne. Je peux obtenir des nouvelles lignes. Donc c'est ce qu'on appelle le CRUD, c'est Create, Read, Update, Delete. Donc créer, lire. Lire, c'est pour obtenir les informations qui sont dans la base de données. Update, c'est pour modifier ou remplacer une ligne de la base de données. Et delete, c'est pour les supprimer. Et en fait, d'ici, sans pour autant être dans les bases de données de Notion, à distance, on peut interagir sur ces 4 actions-là pour soit obtenir des informations qu'on a stockées dans Notion, soit pour en créer des nouvelles, soit pour en mettre à jour, soit pour les supprimer. Et ça, c'est la base de tout. Et en fonction de ce qu'on lui envoie, Notion va nous dire soit une réponse négative, donc il y a quelque chose qui ne va pas, ton JSON il n'est pas bon, il y a une erreur ici ou là, soit ça va être le token n'est pas bon, du coup tu n'es pas autorisé. Par contre, si c'est bon, si effectivement notre requête, c'est ce qu'on appelle une requête, est bonne, il va nous envoyer en réponse les données qu'on lui a demandées. Ça, c'est la base de tous les API et les outils comme Zapier ou Make, des outils no-code d'automatisation, font ce schéma-là, font tout ce travail-là et vous rendre cette communication entre deux outils beaucoup plus simple. D'ailleurs, moi, ce que je vous recommande pour revenir à la question d'avant, c'est, on me demande souvent quels outils choisir en termes d'outils de gestion de projet pour la productivité, etc. Moi, j'en donne 3 principaux parce que honnêtement, je trouve que c'est les 3 meilleurs. Donc, ClickUp, que je conseille pour 90% des business. Je ne suis pas affilié à eux. Je l'étais par le passé, mais je ne suis plus affilié à eux. Notion, c'est celui que j'utilise personnellement pour les business basés sur la création éditoriale, donc créateurs de contenu, donc tous ceux qui font du blogging, tous ceux qui ont des stratégies comme ça, je conseille plutôt Notion, où vraiment le core business repose là-dessus. Et sinon, pour les produits dev type SaaS ou app mobile, je vous recommande Linear parce que c'est ClickUp en mieux, mais en plus orienté pour les développements produits. Mais sinon, oui, je vous recommande ClickUp ou Asana ou Monday, qui sont 3 outils de gestion de projet qui vont être leaders dans leur marché et qui sont exceptionnels. Ensuite, maintenant, c'est important de comprendre à quoi sert le no-code. Le no-code côté automatisation, ça sert d'abord à automatiser des process qui sont longs. Comme on l'a vu, un employé perd une demi-journée par semaine à faire des tâches répétitives. Il y a plein de tâches qui peuvent être automatisées très facilement. Ensuite, on peut aussi créer des outils sur mesure.
Je montrerai dans la slide suivante, mais moi, c'est ce que j'avais fait pour moi. J'avais créé des outils pour moi-même. Et ça, c'est vraiment une des chances de NoCode, c'est qu'on est capable de créer à peu près n'importe quoi. Et la troisième chose, c'est de limiter la perte d'informations en connectant les outils entre eux. Par exemple, si je mets à jour une page dans Notion, bah, je vais avoir un message dans Slack qui va me dire ah, Théo a commenté la page dans Notion, du coup, il faut que tu ailles voir. Et donc voilà, ça c'est à ça que sert le no-code et les différentes intégrations entre ces outils. Donc moi, je vous ai mis quelques de mes outils préférés par ici. Donc à gauche, il y a ce qu'on appelle les outils d'automatisation, donc qui sont Make et Zapier. Moi, je préfère Make, tout simplement parce que c'est plus user-friendly, c'est moins cher et je trouve ça un peu mieux conçu que Zapier. Mais Zapier a l'avantage d'avoir plus d'intégration, donc plus d'outils à automatiser et parfois vous avez certains outils qui ne marchent uniquement avec Zapier. Ensuite, vous avez tout ce qui est lié aux bases de données et aux interfaces. Donc là, il y a Bubble, Airtable et Notion qui sont un peu différents. Notion, c'est plus pour l'aspect un peu création. Airtable, c'est vraiment pour l'aspect données, manipulation données. Bubble, c'est plus vraiment pour faire limite des logiciels ou des outils internes à partir de Bubble. Et ensuite, vous avez une troisième catégorie qui sont les outils à mi-chemin entre le scraping et l'automatisation, où vous allez pouvoir faire des tâches qui sont évidemment automatisées, mais qui sont plus faites comme si c'était vous qui faisiez l'action, notamment sur Phantom Buster, où vous pouvez faire tout type d'action sur LinkedIn, par exemple, ou Bardeen, qui vous permet grosso modo de faire la même chose. Mais avec ces 7 outils-là, je pense que vous êtes déjà pas mal niveau automatisation. Alors maintenant, je voulais vous montrer un truc qui est la différence entre automatisation ou pas automatisation. À gauche, les deux font la même chose, c'est la capacité de créer des templates graphiques et vous allez uploader un fichier CSV et automatiquement, ça va créer autant de design que vous avez de lignes dans votre fichier CSV. Donc là, à gauche, on le fait sur Canva et à droite sur Abyssal. Quelle est la différence entre les deux? En fait, Canva, vous allez devoir le faire manuellement. Donc, certes, vous allez avoir une grosse quantité de données, vous allez faire plein de designs, ça va vous faire gagner beaucoup de temps, mais vous avez toujours une partie qui est un process manuel. À l'inverse, sur Abyssal, qui est l'outil qui fait globalement la même chose, vous allez pouvoir créer des templates, mais automatiquement, vous allez pouvoir utiliser l'API d'Abyssal pour créer des templates. Et c'est ça la vraie différence, c'est que dans un cas, vous êtes obligé de créer quelque chose, vous êtes obligé de mettre la main dans le cambouis à chaque fois que vous voulez générer quelque chose, tandis qu'ici, ça peut vraiment se faire de manière automatique. Et ça, je considère que c'est de l'automatisation. Ça, je considère que c'est un gain de temps, du public postage, etc., mais pas vraiment de l'automatisation. Donc, à quoi sert le no-code? C'est ce que je vous montrais précédemment. Ça, c'était la plateforme que j'avais faite en no-code, justement. C'était ma plateforme de formation que j'avais faite en no-code. Donc, typiquement, le no-code, ça peut vous aider aussi à faire des choses comme ça. Ça, c'est pas juste des automatisations. Vous pouvez faire aussi des outils internes, etc. Cependant, je l'ai pas gardé pour des raisons que je vous expliquerai un peu plus tard. Donc ensuite, je voulais vous montrer, puisqu'on en parlait avant, mon process de capture d'idées. Donc là, on commence à rentrer dans l'automatisation et je vous ai mis volontairement deux types d'automatisation pour vous montrer que, en fait, l'automatisation, il y a plein de façons d'automatiser. À gauche, c'est une application qui existe sur iPhone nativement, qui est créée par Apple, qui s'appelle Shortcuts ou raccourci, je crois en français, et qui vous permet de créer des automatisations à partir de là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé la première partie sur le téléphone pour que pour que je puisse vraiment y accéder très facilement sur mon téléphone, capturer très vite une idée. Donc en gros, j'ai un gros bouton sur mon téléphone où je tape là-dessus. J'ai une pop-up qui s'ouvre avec ces 7 choix et en fonction du choix que je mets, automatiquement ici, ça va rediriger vers une des branches. Par exemple, si c'est une choix de notes, bah, ça va aller dans ma base de données notes sur Notion. Si c'est une vidéo YouTube, bah, ça va me faire un template de script de vidéo YouTube. Si c'est LinkedIn, ça va me mettre un template de post LinkedIn. Si c'est Short, la même chose pour newsletter pareil et formation pareil. Et ça me permet comme ça de très facilement, en une action, pouvoir avoir une série d'actions derrière qui vont beaucoup plus loin et qui auraient dû me prendre peut-être 10 minutes si je l'avais fait manuellement. Ensuite, une autre idée d'automatisation, donc là on commence à rentrer dans l'automatisation, c'est mon système de support. Alors, je suis tout seul dans mon business, mais j'ai quand même pas mal de requêtes de support, de gens qui me contactent, etc. Et j'ai pas envie d'embaucher quelqu'un parce que, en fait, il y a beaucoup de questions qui sont assez techniques et une personne de support pourrait comprendre au bout d'un certain temps, mais il faudrait la former, etc. Donc, pour simplifier, je préfère le faire moi-même, mais j'ai pas envie de polluer mes emails avec ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un système de support avec un outil génial qui s'appelle Tybot, qui a été créé par mon ami Baptiste et qui permet de faire des formulaires sous forme de chatbot.
Dès lors que quelqu'un écrit une question ici, ça crée une nouvelle ligne dans une base de données Notion qui s'appelle support et ça m'envoie une notification sur mon téléphone avec une application qui s'appelle Pushcut pour que je sois averti qu'il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Et à quoi ça ressemble directement ici? Eh bien là, il y a quelqu'un qui m'a mis son email ici, ensuite la question en question, justement, et ici, voilà, j'ai toutes les questions et je peux juste venir ici dans le petit carré réponse ici, je réponds, ensuite je fais envoyer et boum, c'est terminé. Et comme ça, je peux batcher très très vite, je n'ai pas à me perdre dans les emails, voilà, je peux vraiment très très rapidement répondre à ces gens-là. Et si par exemple j'ai besoin d'ajouter une vidéo, eh bien, plutôt que d'essayer d'aller uploader la vidéo, de copier le lien, etc., là, je le mets direct dans Notion et automatiquement, dès lors que c'est envoyé, là, il va regarder les éléments de la base de données. Si c'est coché, là, j'ai un routeur qui va créer 2 différentes branches, une sans vidéo, donc il n'y a pas de fichier vidéo, une avec vidéo, et ça envoie 2 types d'emails avec Gmail automatiquement. Et ça me fait gagner un temps fou. Je pense que si j'avais pas ça, bah, je passerais peut-être 30 minutes de plus à faire du support tous les jours. Ensuite, il y a aussi l'automatisation dans les outils, parce que là, je vous ai parlé des outils d'automatisation, mais il y a aussi plein d'automatisation qu'on peut avoir dans les outils. Par exemple, ici, alors ça, c'était ClickUp qui l'avait fait en premier. Vous avez plein d'automatisation. Vous pouvez faire créer des tâches, attribuer des tags, assigner certaines personnes, etc. de manière automatique. Vous pouvez maintenant aussi le faire dans Notion. Et moi, par exemple, petite automatisation toute bête, mais qui me fait gagner 10-15 secondes à chaque fois, c'est plutôt que d'uploader le fichier Google Drive, ensuite de cliquer sur Editing pour alerter mon monteur, eh bien, automatiquement, j'ajoute les rushs de la vidéo, donc du fichier Google Drive, et automatiquement, ça va le mettre sur Editing. Évidemment, là, c'est un exemple de base, on peut aller beaucoup plus loin, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu le genre de choses qui peuvent vous faire gagner du temps au quotidien. Ensuite, on peut aller plus loin. Donc là, je l'ai construit pour vous. Moi, j'en ai pas besoin parce que j'ai pas de stratégie de SEO, mais j'ai construit pour que vous puissiez comprendre des stratégies SEO. Donc là, par exemple, j'ai fait une première stratégie où vous allez avoir, par exemple, ici, vous avez une liste d'éléments qui sont dans Notion, une liste, je ne sais pas, d'idées d'articles de blog. Ici, vous allez créer un prompt pour ChatGPT, donc de outline post, où vous allez demander à ChatGPT de générer un outline par rapport à la thématique. Vous allez lui dire, j'essaye de créer un article SEO, etc. Utilise le Markdown pour justement structurer mon article de blog en utilisant des titres H2, des titres H3 pour vraiment avoir une structure d'article de blog. Ensuite, je vais aller chercher une API qui me permet d'identifier justement les requêtes qui sont les plus vues par rapport à ce mot-clé-là. Et en fait, cette requête-là, il va aller me chercher, il va aller crawler, il va aller, sur les résultats de recherche, il va sélectionner les 10 premiers et il va dire, voilà, quand tu tapes ce mot-clé, c'est ces 10 résultats-là qui arrivent. Et ensuite, je vais les combiner, etc. et les remettre dans une page Notion. Et automatiquement, si j'ai un rédacteur web, etc., il va pouvoir savoir quels sont les types de mots-clés qui marchent bien, donc les résultats qui rankent le mieux pour essayer de s'inspirer pour créer son article de blog. À l'inverse, je peux aussi faire, alors ça c'est un peu border, mais si vous voulez, moi je le fais pas, j'ai pas de stratégie SEO, mais il y a beaucoup de sites qui sont faits sur WordPress qui ont une API ouverte et vous pouvez aller chercher sur l'API ouverte directement les exemples d'articles de blog qui vous intéressent et demander à ChatGPT de les reformater pour ensuite en faire un article Webflow. Encore une fois, je ne vous recommande pas, mais c'est juste pour vous montrer le genre de choses que vous êtes capable de faire. Évidemment, ça paraît compliqué au début, Make est un outil compliqué. Il y a des gens qui sont payés des milliers d'euros pour comprendre cet outil-là. Ce que je vous recommande cependant pour vous faire la main, c'est d'aller voir les templates. Donc gratuitement, il y a des gens qui partagent des templates. C'est pour ça aussi que je vous conseille Make plutôt que Zapier, parce que je le trouve un peu plus friendly, ça coûte moins cher si vous avez envie d'essayer, etc., que Zapier qui commence à coûter un petit peu cher. Et vous pouvez ici aller piocher dans cette galerie énorme de templates. Et il y a les gens qui partagent leur template d'automatisation. Je pense que c'est un bon moyen aussi pour que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'on structure des automatisations parce que c'est un petit peu dur au début. Le piège à éviter quand on parle de tout ça, c'est de vouloir automatiser des trucs inutiles. C'est très facile quand on est là-dedans de se dire, bon, on va essayer de tout automatiser, vraiment de plus rien faire. En réalité, il y a plein de cas d'usage où en fait, ça va aller beaucoup plus vite si vous le faites manuellement. Donc voilà, il faut toujours pondérer, mais la plupart du temps, il vaut quand même mieux automatiser que pas.
mais certaines fois, il faut faire attention à ne pas sur-automatiser les process. Et ensuite, il vaut mieux des outils qui ont des automatisations internes, donc des outils qui font beaucoup de choses, plutôt que d'utiliser plein d'outils et de faire plein d'automatisation. Parce que plus vous avez d'outils, plus vous avez d'automatisation, plus vous avez de chances que ça puisse péter ici ou là. Donc, autant essayer d'éviter ça. Par exemple, je vais vous partager les outils que j'utilise personnellement. Je suis formateur, donc j'utilise un site pour héberger mes formations. J'utilise Kajabi et pour me simplifier la vie, j'utilise Kajabi pour les formations, le site web, le blog, blog que j'utilise pas, email transactionnel, email marketing et les funnels automatisés. Donc là, vous voyez, ça pourrait représenter 7 ou 8 outils différents. Bah, j'ai choisi un outil qui concentre beaucoup de ces choses-là, même si, eh bien, potentiellement, il y a des trucs que je devrais faire manuellement. Mais en fait, le fait que tout soit intégré au sein d'un outil, ça me fait gagner tellement de temps. VS si j'avais dû faire toutes les automatisations moi-même. Ensuite, j'utilise Notion. Donc Notion qui est un peu ma machine à contenu, mon second cerveau, là où je gère mes objectifs et mes projets. Et, ah oui, j'avais oublié ici aussi, j'utilise Quaderno, qui est un outil génial qui me permet de faire des factures automatisées aux normes, etc. Ensuite, j'utilise Akiflow pour mon calendrier, mes tâches et les meetings. Akiflow qui est relié avec Notion, donc ça c'est très pratique. Par exemple, je peux avoir une grosse liste de tâches et dès lors que je lui attribue une date dans Notion, bah, elle apparaît dans Akiflow dans mon calendrier. Ça fait gagner beaucoup de temps. Et le dernier outil que j'utilise, c'est un truc qui s'appelle Logsnag qui vous permet d'avoir un assistant business. Donc par exemple, quand quelqu'un s'abonne à ma newsletter, quand quelqu'un achète une de mes formations, je suis alerté par Logsnag, ce qui fait que je n'ai pas à aller fouiller dans les outils à chaque fois pour trouver l'information que je veux. Je suis toujours alerté. C'est quelque chose qui est sur le téléphone et c'est très très bien fait. Donc là, on va passer sur la partie plus AI. Donc l'AI qui est une des plus grandes révolutions. Et la bonne illustration que j'avais envie de faire, c'est ça devrait être la personne à laquelle vous parlez le plus dans une journée, ChatGPT. Ça peut paraître triste, je comprends, etc. Mais c'est important d'essayer de comprendre que ChatGPT doit être votre premier relais dans tout ce que vous faites niveau travail. Il y a plein de fois où vous essayez de demander à quelqu'un, alors qu'en fait, ChatGPT pourrait avoir la réponse. Et là, j'ai mis un screenshot d'une conversation avec mon pote Julien Song, qui a une grosse communauté sur les échecs. Et je lui avais dit, tu devrais parler dès que tu as, je sais pas, un manque de créativité, etc. N'hésite pas à parler à ChatGPT. Il faut que ce soit le premier réflexe avant même de demander à quelqu'un. Et ça, je pense qu'on ne le fait pas assez. D'ailleurs, la courbe de popularité de ChatGPT le prouve puisqu'elle est un petit peu descendante. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu autant d'usage que ce que la trend pouvait en imaginer. Et je pense que ça vient principalement que les gens ne comprennent pas forcément encore comment l'utiliser. Moi, un autre outil que j'adore et que je vous recommande vraiment d'utiliser, c'est Perplexity. Perplexity, c'est un outil qui vous permet de faire des recherches sur certains sujets et d'avoir justement des chiffres et des articles liés à ces sujets. Donc c'est un peu comme, je crois que c'est Bing AI qui fait ça aussi, mais Perplexity est meilleur. Ça va aller chercher, comme sur Wikipédia, ça va vous mettre des petites sources ici et vous pouvez aller creuser les sources vous-même et vous pouvez orienter vos recherches en fonction, est-ce que vous voulez que ce soit académique, est-ce que vous voulez que ce soit plutôt large, est-ce que vous voulez que ce soit sur des vidéos YouTube où il va aller creuser sur certaines vidéos YouTube. Et ça, moi, je lui pose des questions quasiment 10 fois par jour parce que dès que j'ai un doute, dès que j'ai besoin d'informations sur quelque chose, j'ai le réflexe justement de lui poser des questions et ça me fait vraiment gagner beaucoup de temps. Là, c'est un autre exemple que je voulais vous donner sur l'IA. Alors ça, c'est dans ClickUp. C'était un truc que j'avais fait il y a longtemps. Et un des use cases qu'on peut avoir, c'est par exemple ici, je voulais écrire un post LinkedIn. Donc, j'avais une bribe d'idée de ce que pouvait être mon post LinkedIn, mais j'avais pas d'idée définitive. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'avais mis une case à cocher dans cette tâche-là. Et dès lors qu'il y avait cette case à cocher, je vais y arriver, eh bien, ça m'avait automatiquement créé ce commentaire qui détaille un petit peu plus justement les différents éléments de l'idée qui sont là. Donc en gros, il m'avait un peu fait un avis sur ça en essayant d'aller creuser un petit peu plus. Donc ça, c'est vraiment, ça a l'air de rien comme ça, mais ça fait gagner beaucoup de temps et surtout sur les aspects un peu créatifs des différentes activités. Et là, je pense que c'est le truc le plus cool que je peux vous montrer aujourd'hui, un des trucs les plus cool, c'est comment est-ce que j'arrive à transformer une vidéo YouTube en mind map. Donc pour ça, j'utilise ChatGPT Plugins, qui est disponible uniquement avec ChatGPT en version 4, donc en version premium. Et automatiquement, ce que je fais, c'est que je lui dis résume cette vidéo en un outline.
Donc là, il est allé, ça c'est une de mes vidéos qu'il est allé chercher. Alors attention cependant, faut pas que le script soit trop long parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez avoir si la vidéo ici a fait 1 heure et du coup, ça a divisé 1 heure en petite vidéo de 6 minutes et ça me l'a fait que sur le dernier. Donc ça, c'est juste la dernière partie de ma vidéo. Mais déjà, une fois qu'il a analysé tout ça, je lui ai demandé de la transformer en mind map et il m'a sorti avec un autre outil qui s'appelle Whimsical, une mind map qui reprend les idées de cette vidéo. Ça fait gagner beaucoup, beaucoup de temps pour ne pas justement avoir à regarder une vidéo de 40 minutes, mais comprendre les idées principales qui sortent de cette vidéo. Et ensuite, ce que j'utilise, c'est dans Whimsical, il y a aussi une intégration avec ChatGPT, les 2 petites étoiles ici, qui permettent en fait à partir d'une fin de branche de pouvoir continuer la branche avec des idées générées par l'IA. Alors évidemment, la plupart du temps, les idées vont être un peu pourries, tout simplement parce que je crois qu'ils utilisent ChatGPT 3.5. Donc c'est pour ça que les idées sont pas ultra pertinentes, mais petit à petit ça va s'améliorer, etc. Et surtout, ce qui est important, c'est de retenir celles qui sont hyper intéressantes. Donc là, par exemple, je trouve que celle-là est assez intéressante, et je peux ensuite lui demander de creuser et de creuser et de creuser pour justement creuser à chaque fois différentes idées, différents sujets. Moi, j'utilise énormément ça pour réfléchir à ce que je fais. Donc, la dernière chose que je peux vous montrer, c'est pas vraiment de l'automatisation, mais c'est un truc qui peut faire gagner énormément de temps. C'est encore sur ChatGPT, c'est ce qu'on appelle le code interpreter. Et c'est un élément qui va vous permettre d'analyser des jeux de données et d'uploader un fichier dans ChatGPT et de demander à ChatGPT d'analyser tout ça. Donc là, par exemple, je lui dis, tu as le meilleur expert Meta Ads du monde, tu dois me conseiller sur ma stratégie de publicité pour vendre une formation de productivité. Donc là, il me fait automatiquement, il me fait avant de faire, il va examiner le fichier. Donc là, il examine le fichier, il voit les différents chiffres. Et alors là, je l'ai pas mis, mais c'est beaucoup plus long. Il me fait vraiment une analyse détaillée. Et à la fin, il me fait analyse de la tendance sur les différents jours. Le coût par résultat a considérablement diminué. Voilà, donc de 4,71 à 1,76. Le coût par clic. Et en fait, du coup, vous allez pouvoir avoir une sorte de data analyst dans votre poche, accessible à moindre frais puisque c'est pour 20 € par mois, qui va pouvoir vous faire gagner, je ne sais pas, peut-être des heures d'analyse. Alors évidemment, ici, disons que mon jeu de données était trop faible puisque c'était du 1 au 4 septembre, mais si vous avez des analyses sur des mois et des mois, ça peut vraiment vous aider à faire tout un travail d'analyse. Et je sais qu'il y a énormément de professions qui sont basées justement sur ces pré-analyses, qui vont pré-analyser un fichier pour ensuite l'envoyer à leur supérieur, etc. En fait, ChatGPT peut vous faire économiser énormément de temps là-dessus et je pense qu'il faut l'utiliser. Donc voilà pour cette petite présentation. Je pense qu'il y a beaucoup de choses évidemment à creuser sur le no-code. Le no-code, c'est une science qui est très très large, on peut faire beaucoup de choses. Moi, ce que je vous recommande, c'est si vous avez aimé ce webinaire, c'est d'aller me suivre sur ces différents canaux. Donc, je suis sur YouTube, je suis sur LinkedIn, je suis sur TikTok et Instagram. Les 3 vidéos que je vous recommande et si ça vous dit rien encore le no-code, c'est d'essayer, et l'IA, c'est d'aller checker mes 3 formations. J'en ai une sur ChatGPT, une sur Bubble et une sur Notion. Donc Notion pour apprendre un peu productivité, etc. ChatGPT, apprendre un peu l'IA. Et Bubble pour apprendre à faire des interfaces, des outils. Il y a 8 heures de formation en tout gratuitement sur YouTube que vous pouvez aller regarder. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous abonner à mes éditos. C'est un édito que j'envoie par semaine pour vous aider justement à vous améliorer en no-code, en productivité et aussi sur l'IA. Et ma toolbox où j'ai tous mes outils que j'utilise, qui est disponible à cette adresse, et ma formation, theo.co/formation productivité, où je vais plus loin et où j'aborde vraiment tous les éléments qui sont sur ce canevas-là, où il y a 8 heures de vidéo mise à jour en continu et noté 5 sur 5. Voilà, merci à tous pour m'avoir écouté. J'ai fait pile poil 45 minutes, donc je crois que c'est parfait. Ouais, parfait. Merci à toi, Théo. Du coup, on va passer aux questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on va y répondre. Donc, on a une première question. Alors, quand on commence le no-code, conseilles-tu de débuter sur Flutterflow ou Bubble? Alors ça, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Disons que je suis un peu partagé. Flutterflow, alors pour remettre en contexte, c'est un outil qui permet de créer des applications mobiles et Bubble, c'est un outil qui permet de créer des applications plus sur le web. J'ai tendance à dire que je conseillerais toujours
d'apprendre, de commencer par Bubble parce que c'est un outil qui permet de tout comprendre sur le no-code. Le problème de Flutterflow, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont propres aux applications mobiles, même si les mécanismes derrière sont relativement similaires. L'avantage de Bubble, c'est que ça permet d'apprendre un peu le côté automatisation, parce qu'il y a des workflows un petit peu comme sur l'outil Make que je vous avais montré. Ça vous permet d'apprendre à faire des sites web parce que ça reprend un peu les concepts d'un outil comme Webflow qui permet de faire des sites web. Ça permet de comprendre les bases de données. Ça permet de comprendre à peu près tout ce qu'il faut savoir sur justement le no-code. Et je trouve que c'est plus simple, parce que je l'ai fait dans ce sens-là, de commencer par Bubble et d'arriver sur Flutterflow. Je pense que quand on arrive de rien à Flutterflow, ça peut être un peu complexe, notamment parce qu'il y a quelques trucs dans l'approche de Flutterflow où il faut un petit peu savoir coder sous certains aspects. Donc, pour moi, Bubble est une très très bonne étape intermédiaire. Et si vous êtes capable de faire des choses sur Bubble, vous êtes à peu près capable de tout faire en no-code. Merci pour cette réponse. On a une autre question. Pourquoi avoir délaissé ClickUp? Alors, pourquoi j'ai délaissé ClickUp? C'est encore une fois, c'est propre à moi, à mon usage. Disons que quand j'utilisais ClickUp, c'est parce que je travaillais en tant que freelance no-code. Et à ce moment-là, ClickUp était très adapté parce que je devais communiquer avec mes clients et j'avais dû justement j'avais besoin de leur permettre d'avoir un accès à ma progression. J'avais des tâches, des gros projets, donc je devais les découper plus facilement. Et surtout, encore une fois, ça rejoint un peu ce que je dis, c'est que je traitais avec des clients qui n'étaient pas forcément toujours méga à l'aise avec les outils no-code. Donc avoir un outil de productivité très structuré, etc., je trouvais que c'était plus simple que Notion. Mais voilà, à l'époque, j'adorais ClickUp et j'adore toujours ClickUp. Mais le truc, c'est que maintenant, vu que 80% de mon boulot maintenant, c'est d'écrire, et ben en fait, je trouve ça un peu frustrant d'écrire dans ClickUp toute la journée. Donc c'est pour ça que j'ai switché sur Notion. Mais si j'avais un autre business que la création de contenu, eh bien je serais resté sur ClickUp. Ok, très clair. Alors, on a François qui demande, à titre d'exemple, pour l'automatisation, pour capturer ses idées, combien de Mhm. temps pour la mise en œuvre? Franchement, honnêtement, peut-être 25 minutes, quelque chose comme ça. Ça, c'est le temps de mettre de mettre en place l'automatisation et de tester tous les scénarios différents. Ouais, 25 minutes, quelque chose comme ça. Assez rapide, quoi. Ouais, assez rapide, ouais. Alors, on a d'autres questions sur ChatGPT. Quel est l'avantage de Perplexity par rapport à ChatGPT version 4? Alors, en fait, c'est presque le problème de ChatGPT, c'est que en version 4, il peut y avoir certaines fois où il va avoir du mal à identifier quand vous allez demander des sources. Ça vous est sans doute déjà arrivé si vous avez essayé de demander des sources à ChatGPT, qui galère un petit peu à trouver des sources et à décorréler ce qu'il sait de manière globale d'une source spécifique. Tandis que Perplexity a été inventé pour ça. Donc, c'est un mix entre ChatGPT. D'ailleurs, c'est derrière Perplexity, c'est ChatGPT en fait. Mais sauf que Perplexity vraiment une intention sur le fait de donner des résultats qui sont sourcés et notamment de pouvoir justement accéder à ces sources-là. Le problème de ChatGPT, c'est que déjà de base, il y a de fortes chances qu'il ne vous donne pas la source spécifique que vous voulez. Et d'autre part, il est possible que cette source, il ne vous donne pas accès directement, tandis que Perplexity va toujours vous donner un accès. Donc je pense que moi je suis pas abonné à Perplexity, j'utilise gratuitement et j'ai ChatGPT en version payante et je pense que c'est largement suffisant parce que les deux se complètent plutôt bien. Mais si vous voulez, vous avez aussi une option payante sur Perplexity qui utilise GPT-4 plutôt que GPT 3.5 pour Perplexity gratuit. Ça marche. Du coup, il demande aussi, alors, il dit ça se rapproche de Bing finalement, Ouais, Perplexity. exactement. Ça se rapproche de Bing, sauf que la différence de Bing, c'est qu'il a plus de pertinence sur les résultats académiques, donc des études scientifiques, etc. Et moi, je travaille beaucoup là-dessus. J'aime bien avoir des preuves scientifiques sur certains concepts. Donc, je préfère utiliser Perplexity. Ok.
Alors, autre question sur ChatGPT. Alors, est-ce que tout le contenu de ChatGPT est libre de droit et est-ce que pour télécharger des fichiers, on doit passer par la version payante? Alors, pour uploader des fichiers et télécharger des fichiers, oui, on est obligé de passer par la version payante parce que le module pour ça, c'est le module qui s'appelle Code Interpreter. Et donc, ce module-là est réservé à ChatGPT payant. Et pour l'autre partie de la question, alors c'est un peu une zone grise tout simplement parce que ChatGPT lui-même, c'est pas forcément d'où il source les informations. Donc, je pense qu'il n'y a pas encore de régulation là-dessus. Et je pense que ce serait extrêmement difficile d'avoir une régulation là-dessus puisque l'utilisation est tellement avancée et surtout lui-même ne sait pas donner des sources quand on lui demande. Donc, je pense que c'est vraiment compliqué de mettre des régulations sur l'utilisation du contenu généré par ChatGPT. Hmm, Mais après, c'est que mon avis. On verra si les politiques pensent la même chose. c'est vrai. Euh, alors, on a Farouk qui demande si tu connais l'outil IFTTT Ouais, ou IFTT. IFTT. Ouais. Ouais, d'ailleurs, je l'avais montré ici dans mon exemple sur mon système de capture. Je l'utilise, mais je l'utilise très peu parce que je trouve c'est un outil qui est très bien, mais je trouve que Make et Zapier sont largement meilleurs. En fait, IFTTT à la base, ça a été pensé surtout pour de la domotique ou pour des automatisations. C'était le premier d'ailleurs, je crois, outil d'automatisation. Mais depuis, Make et Zapier sont quand même devenus bien meilleurs et les outils comme raccourci sur l'iPhone aussi. Mais je l'utilise, donc je l'ai utilisé dans mon exemple parce que j'utilise Akiflow, en l'occurrence, l'outil que j'utilise pour mon calendrier, ne supporte que Zapier et IFTTT. Donc, j'ai choisi ça pour envoyer des tâches à Akiflow, mais sinon, j'utilise Make pour tout. Ok. Alors, une autre question. On a quand même pas mal des questions. Alors, quel est l'outil que tu as utilisé pour le mind map via YouTube? C'est Whimsical, Whimsical. Bah, je l'écris. Top. Autre question. Alors, que penses-tu de WeWeb? J'aime beaucoup WeWeb aussi, j'adore leur philosophie. Je pense que c'est un vrai concurrent à Bubble. Et ce qui est très cool, c'est que ce soit WeWeb ou Bubble, qui sont les deux outils no-code principaux, les deux ont été créés par des Français. Donc ça, je trouve ça cool qu'on ait un pays qui soit vraiment pionnier dans le no-code. Et je pense que WeWeb est un excellent outil qui va dans l'avenir, dans un avenir très proche concurrencer Bubble. Pour autant, c'est ce que je dis toujours, c'est que c'est très difficile de remplacer 10 ans, parce que Bubble, ça fait 10 ans qu'ils sont là. C'est difficile de remplacer 10 ans d'expérience, 10 ans de communauté, 10 ans de plugin, 10 ans de connaissances sur l'outil. Mais forcément, petit à petit, je pense que ça va s'améliorer et surtout dans leur philosophie, j'aime bien parce que Bubble essaye de faire la partie donc visuelle et la partie base de données, tandis que WeWeb se cantonne à faire la partie visuelle. Et je pense à peu près la même chose de Flutterflow, c'est-à-dire qu'en se focalisant sur une des deux parties, on va plus vite que si on doit tout faire et il est possible dans le futur que ça les rattrape. Mais aujourd'hui, bah, quand on me demande toujours entre les deux, je préfère toujours dire Bubble parce que bah, il y a quand même plus d'héritage derrière. Ouais. Alors, autre question sur les outils. Alors, on a Michael qui te demande pourquoi tu passes par Kajabi pour tes formations par rapport à une plateforme que tu pourrais créer en no-code. Parce que justement, c'était un de mes problèmes, c'est que en fait, quand on est créateur de contenu, formateur et qu'on doit en plus gérer sa propre plateforme, ça fait beaucoup de choses, beaucoup de travail en plus. C'est pour ça que j'ai quand même commencé par créer ma propre plateforme pour voir si c'était possible. Mais en fait, je me rendais compte que ma journée déjà qui devait être divisée en deux parties entre création de contenu, formation, etc., elle était divisée en trois parties avec l'ajout de la maintenance de ça, et puis surtout quand on est no codeur, c'est un peu comme les développeurs, on a toujours envie d'améliorer son truc. Et c'était quelque chose qui avait aucun impact sur mon business. Donc je me suis dit que prendre un truc clé en main, ça me permettait de me focaliser plus sur le contenu et les formations qui ont plus d'impact sur mon business.
c'est clair. Alors, on a Mana qui demande pour les sites web, est-ce que tu préfères WordPress ou Webflow? Alors, je vais pas me faire des copains, mais je pense que, étant donné que je sais tout faire à peu près avec Bubble, je vais dire Webflow tout simplement parce que je pense que c'est un très très bon complément à Bubble et que je trouve que WordPress, sauf si on a vraiment le corps de notre métier, c'est faire du SEO, etc. Je trouve que ça alourdit avoir par exemple un blog WordPress avec plein de plugins. Ça peut être très très lourd à gérer. Il y a plein de choses parfois on peut avoir des plugins qui sautent, etc. Tandis que Webflow, c'est quand même plus, comment dire, c'est plus simple d'accès et ça permet de se focaliser vraiment sur, bah, si on a une stratégie SEO sur les articles, sans essayer d'ajouter plein de choses et d'essayer de faire un mastodonte à la fin. Mais ça, encore une fois, c'est parce que je sais créer des outils sur Bubble, je sais automatiser, donc j'ai moins besoin d'utiliser une tonne de plugins sur WordPress. Ok. Alors, il reste encore 3 questions. Alors, quels outils de gestion et analyse du temps et de l'activité conseilles-tu quand on part de zéro? Alors, analyse du temps. Bah, par exemple, si tu utilises ClickUp, il y a un truc de time tracking à l'intérieur, ce qui peut être pratique. Tout dépend en fait. Sinon, il y a des outils plus simples comme Toggle, T-O-G-G-L. Et sinon, moi, j'avais un outil que j'aimais beaucoup qui s'appelle Slash, donc slash-list.com et qui en fait a un avantage, c'est qu'il permet d'avoir une petite fenêtre toujours visible quelque part sur son écran sur la tâche qu'on est en train de faire. Et du coup, ça permet de limiter un peu les distractions pour vraiment se focaliser sur la tâche qu'on est en train de faire. Et puis parfois, quand on part sur autre chose, on se dit ah mais non, en fait, il y a la fenêtre qui nous rappelle que bah, on est en train de travailler sur ce truc-là. Donc moi, j'aime bien cet outil-là. Ça marche. Euh, alors, du coup, Françoise qui demande quel outil tu recommandes pour remplacer Excel et développer des applications web quand on démarre de zéro. Alors pour moi, Excel est difficilement remplaçable parce que faut pas confondre. Tout dépend de ce qu'on entend par Excel. Si on entend Excel pour faire du Excel, bah, c'est-à-dire avoir des tableaux chiffrés, etc. Excel est pour moi irremplaçable dans le sens où en fait la différence entre une base de données type Notion et un Excel, c'est qu'un Excel, on a des cellules qui sont isolées de la ligne. Tandis que sur une base de données, en fait, la cellule fait partie de la ligne. Du coup, on ne peut pas faire appel à une cellule spécifique. Enfin, on peut faire appel, mais on ne peut pas faire des modifications sur une cellule spécifique, tandis que c'est quelque chose qu'on peut faire sur Excel. Et donc, si c'est pour créer des bases de données, bah, pour moi, le cousin un peu no-code de Excel, c'est Airtable sur l'aspect base de données. Et donc, moi, je considérais soit Airtable, soit si on a ensuite du contenu écrit derrière, Notion. Ça, c'est en fonction de ce qu'on préfère. Et sinon, il y a un autre outil qui permet de faire des automatisations un peu plus poussées qui s'appelle Rose, donc R-O-W-S, qui est aussi un très très bon Excel nouvelle génération. Mais encore une fois, ça remplacera jamais l'aspect un peu financier, tableau de Excel. Alors, et dernière question qu'on a. Alors, quel outil de back-end conseilles-tu et à combien s'élève le coût de tes abonnements pour Alors, les différents outils? quel outil de back-end? Je suppose que c'est pour faire des applications web. Honnêtement, j'utiliserais soit Bubble, soit Xano. Tout dépend comment dire, tout dépend de la structure du reste. Donc, si par exemple on utilise Bubble déjà sur le front, bah, autant rester sur Bubble. Si on utilise un autre outil comme WeWeb, bah, Xano serait un parfait complément. Donc, Xano, X-A-N-O. Et après, sur le deuxième, mes abonnements. Ça doit être plusieurs centaines d'euros par mois, genre quelque chose comme 400 ou 500. Mais encore une fois, c'est mes frais opérationnels pour tout mon business et j'ai rien d'autre, quoi. J'ai que ça comme dépense, entre guillemets. Top, merci pour ta réponse. Euh, alors, bah, rapidement, du coup, une toute dernière. Ouais. Connais-tu un outil ou une automatisation permettant d'enregistrer en audio et retranscrire directement en texte, sans passer par un enregistrement vidéo?
Ouais, il y a plein d'outils comme ça, de transcription. Après, si c'est au niveau des automatisations, je sais pas s'il y a une API, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il y a peut-être Descript qui fait ça très bien. Et doit y en avoir d'autres. Mais ça, j'avoue que sur la volée, comme ça, je m'en souviens plus, mais il faudrait que si j'en trouve une, je la rajouterai dans ma toolbox et je le mettrai dessus. Top, 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 top. Alors, du coup, on a répondu aux questions. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, il sera disponible en replay. Merci beaucoup à toi, Théo, pour cette présentation très complète et Et pour merci à la toi. réponse à toutes ces questions. Du coup, je vous invite, donc n'hésitez pas à chercher du coup Théo et sur sa page LinkedIn ou sur les réseaux sociaux Ici. ou à checker voilà, son site web, sa toolbox, etc. Et donc moi, je vous invite aussi à répondre à la fin de ce webinaire. Il y aura un petit questionnaire de satisfaction. Donc ça prend juste 1 à 2 minutes pour répondre. Et on se retrouve du coup dès la semaine prochaine pour un autre webinaire. Donc merci encore à toi, Théo. Merci, à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.